cette notion d'intelligence artificielle que vous croisez à longueur de journée aujourd'hui dans les médias, c'est devenu un buzzword, donc on utilise assez facilement, trop facilement, on va dire au goût des experts, parce que l'intelligence n'est pas toujours artificielle, et puis elle repose quand même sur des ressorts d'intelligence naturelle, il ne faut pas l'oublier, et n'est pas si éloigné que ça des statistiques. Alors quand on dit des statistiques à l'intelligence artificielle, il faut bien mesurer que, et Camille vous le dira, et je pense assénera ce message, qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans statistique à la base, que c'est vraiment très très lié, et que de l'un à l'autre, finalement, le pas n'est pas si grand. Voilà, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes, je vais essayer de faire assez court, ou entre 20 et 30 minutes, des métiers de la data science, tels que nous, à l'ENSAI, on les voit, hein, on les pratique et on les voit. Et puis, je laisserai la parole à Camille Sommar, qui, elle, est une data scientist, une vraie. Voilà, moi, je ne suis pas data scientist. Elle n'a pas fait l'ENSAI, elle aurait pu faire l'ENSAI, mais en tout cas, je trouve que son éclairage sera super intéressant pour ma vie de data scientist, c'est quoi. Donc, moi, je suis Patrick Gandubert, je suis le responsable communication et relations entreprises de l'ENSAI. L'ENSAI, c'est ça. C'est un cadre plutôt sympathique. Alors quand on montre ça aux Parisiens avec qui on travaille beaucoup, enfin les gens qui travaillent sur Paris, on dit waouh, vous avez de la chance de travailler dans un cadre comme ça. Effectivement, quand on montre ça à des gens qui habitent Saint-Brieuc, ils ne sont pas plus étonnés que ça. Le cadre de ville est aussi beau à Saint-Brieuc qu'à Rennes. Ça, c'est le campus de Kerlan, au sud-ouest de Rennes. Et donc le bâtiment que vous voyez, c'est l'ENSAI. Donc quand on prend une belle photo à l'automne, ça donne ça. C'est plutôt sympathique comme cadre d'apprentissage et cadre de travail. L'ENSAI, c'est une grande école d'ingénieurs publics qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances et qui est placée sous la tutelle technique de l'INSEE. Donc, on est l'une des grandes écoles d'ingénieurs qui préparent au métier de la data, au métier de la statistique, de l'analyse d'informations, de la data science et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On n'est pas la seule, bien sûr. Il y a aussi des écoles privées, il y a des universités qui ont de très beaux parcours. Mais c'est vrai que, on va dire qu'à l'ENSAI, on fait de la data science comme M. Jourdain. On en faisait avant que ça prenne ce terme-là. C'est une école qui a 25 ans et donc qui, dès ses débuts, a traité la donnée, enfin, a formé des experts très pointus sur le traitement, l'analyse et la valorisation de la donnée. Alors, peut-être un premier élément qui permet de comprendre l'enjeu de la data science aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, c'était peut-être des chiffres qui datent de quelques mois ou l'année dernière, 1,7 million de milliards d'octets de données sont générés dans le monde chaque minute. Ça, ce sont des éléments qu'on croise régulièrement. Ça veut dire que la création, le traitement et la valorisation de la donnée a explosé ces dernières années. Prend beaucoup d'importance dans plein de secteurs d'activité et que derrière, il faut des personnes en capacité de traiter ces données. C'est l'équivalent de 360 000 DVD. Alors, j'ai pris l'exemple du DVD parce que moi, ça me parle encore, mais vous-même, je pense que la notion de DVD vous parle quasiment pas. Vous en utilisez peut-être pas du tout, vous ne savez pas ce que c'est. On parle aujourd'hui de cloud, de serveur. En tout cas, c'est l'équivalent de, pour ceux qui se rappellent ce qu'est un DVD, 360 000, c'est énorme. Ça, c'est pour mesurer un petit peu l'émergence très très forte et rapide de la science des données, qui est effectivement une nouvelle science. Alors c'est vrai que le directeur de l'ENSAI, qui est un administrateur de l'INSEE, un statisticien de formation, lui, il dit souvent, quand j'allais en boîte, quand j'avais 20 ans, c'était un petit peu de temps, et que je disais que je faisais des statistiques, ça n'avait pas forcément quelque chose de très sexy. On me demandait ce que je faisais un petit peu. C'était un peu flou et ce n'était pas facile à vendre. Aujourd'hui, quand vous allez en boîte et vous dites que vous faites des études de data scientist, effectivement, on vous regarde, enfin, on vous écoute peut-être avec une autre oreille. C'est vrai que la science des données est arrivée avec l'émergence de cette quantité de données, mais elle vient finalement compléter et enrichir un métier qui existe déjà. Ce que je disais, c'est celui de statisticien. Donc, il y a une révolution technologique qui fait que les outils ne sont plus les mêmes, les quantités ne sont plus les mêmes, la nature des données n'est plus la même, mais fondamentalement, ça renvoie toujours à de la science mathématique et de la science statistique. Donc, il y a un nouveau métier qui
qui est apparu, data scientist. Je mets nouveau entre guillemets parce qu'effectivement, c'est pas si nouveau que ça. On aurait pu parler de data scientist il y a déjà pas mal d'années. Quoi qu'il en soit, c'est un métier très porteur, très très demandé. Il y a une forte tension sur ces métiers-là. Et il y a même Alvarian, alors ça date un petit peu maintenant, mais on le garde encore parce qu'on est dans cette fameuse décennie qu'il annonçait en 2009, qui disait que c'était le métier le plus sexy de la décennie. Alors c'est sorti un petit peu, quand on le sort de son contexte, dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on fait de la data science, ouais, on brille en société, c'est magnifique. Non, lui, c'était plutôt dans le sens où les besoins d'experts en data science vont exploser. Il était en 2009, il ne s'est pas trompé, c'était le chef économiste de Google à l'époque. Donc effectivement, ça allait demander la formation de nombreux experts et d'expertes sur ce sujet-là, et que dans les 10 ans à venir, on allait beaucoup entendre parler de data science. Franchement, il ne s'est pas trompé, on est 10 ans après, et on est en plein dedans. Il ne parlait pas d'intelligence artificielle à l'époque, même s'il l'avait en tête, mais c'est la prochaine étape dans la continuité de la science des données. La science des données peut être considérée comme la jonction entre deux disciplines, deux sciences, et un troisième élément qui est indispensable au fait de former un bon data scientist. À gauche, vous avez les mathématiques et les statistiques. C'est le fondamental scientifique des data scientists. Alors, attention, quand je dis ça, je travaille pour une école de maths et de stats. Si j'étais issu d'une école qui prépare plutôt des informaticiens à la base, peut-être qu'ils intervertiraient le schéma et diraient c'est d'abord de l'informatique avec un bon socle mathématique statistique. Moi, je dis c'est d'abord des mathématiques et des statistiques avec un très bon vernis informatique. Donc voilà, on peut le regarder de plein de façons différentes. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas les mathématiques et les statistiques et l'informatique d'à côté, il sera difficile de parler de data science. Voilà. Et puis, le troisième élément constitutif de la science des données, c'est la connaissance métier. Alors, la connaissance métier, c'est que vous ne pouvez pas être un bon data scientist, voire un très bon data scientist, si vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Donc finalement, vous avez les maths et les stats, comment on fait, avec quels outils, finalement, scientifiques, fondamentaux, quel raisonnement, quelle méthodologie. L'informatique va répondre avec quels outils informatiques, et aujourd'hui, il y a pléthore d'outils informatiques qui permettent de pratiquer la science des données, qui automatisent de plus en plus la science des données. Ça interroge d'ailleurs sur l'avenir du data scientist comme professionnel. Quelle sera son expertise, sa valeur ajoutée dans 10 ans? Peut-être que Camille a un avis sur le sujet, je projette déjà dans 10 ans. Et puis la connaissance métier, c'est mais pourquoi faire? Dans une entreprise ou une organisation publique, il y a un objectif, soit de production, soit de recherche, de service public. Il faut toujours avoir en tête qu'un data scientist il est au service d'un projet, d'une activité, et que si le data scientist ne connaît pas, ne maîtrise pas cet environnement-là, il ne sait pas pourquoi il le fait, et il le fait complètement à côté. Donc comment faire, avec quels outils, pourquoi faire? C'est finalement les mathématiques et les statistiques alliés à l'informatique au service d'un métier. Sachant que les métiers, ils sont dans toute la société, tous les secteurs d'activité, je dis bien tous aujourd'hui, font appel à un moment ou à un autre à la science des données. Alors peut-être une science des données un peu de base, ou alors de choses très avancées, on parle de machine learning. Ça peut-être que Camille vous expliquera un petit peu plus en quoi ça consiste. C'est le croisement vraiment intrinsèque entre les maths et l'informatique. Mais quoi qu'il en soit, aucun secteur aujourd'hui n'échappe aux enjeux de la science des données. Alors la science des données, très rapidement, il ne s'agit pas de regarder les graphes et les figures en détail, mais à quoi ça peut servir? Tout simplement pour aider l'action publique. Nous sommes une école publique, on est lié à l'INSEE. L'INSEE produit des statistiques publiques qui permettent d'apporter des éléments de décision à un gouvernement. Voilà, tout simplement. Ce sont des éclairages statistiques fiables, rigoureux, et donc on peut parfaitement appliquer la science des données pour expliquer l'évolution du salaire horaire net femmes-hommes, les disparités régionales, les accélérations dans certains secteurs, la création et destruction d'emplois par secteur, par exemple, sont des choses que la statistique publique regarde de près, utilise de près, et de plus en plus utilise la science des données. Bien sûr, et c'est peut-être là où il y a de l'argent à gagner que la data science a fait des bonds assez impressionnants, la science des données pour le développement des entreprises
À quoi ça sert? Une entreprise, elle a besoin de savoir à qui elle s'adresse, quel est le comportement de ses clients, et surtout quel va être le comportement de ses clients. Alors on parle dans ces cas-là de marketing, par exemple, marketing prédictif. Alors attention à la notion de prédictif, parce que quand on prédit, on lit parfois dans une boule de cristal. Faire attention avec ce terme, moi je parle plus de prévoir, voilà, ce qui est un peu plus près de la réalité tangible des chiffres qui peuvent sortir d'une analyse statistique. La prédiction, c'est autre chose. Donc les deux termes sont un peu parfois utilisés à bon ou mauvais escient, mais en tout cas, le business, tel qu'on le dit, tel qu'on le définit, a besoin de l'analyse des données pour mieux connaître ses clients, prévoir les comportements de ses clients et de ses non-clients. Voilà, c'est intéressant de regarder comment se comportent les clients de sa concurrence ou les non-clients, mesurer l'impact des actions de marketing qu'ils mettent en place, estimer les risques d'ouvrir un nouveau marché, optimiser les revenus. Typiquement, le Paris Saint-Germain, lorsqu'ils mettent un maillot de Neymar sur le marché, il peut faire un peu de data science en amont pour déterminer le modèle qui va leur dire les modèles de prévision de vente d'un maillot. Bon, sur Neymar, c'est peut-être pas judicieux. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être data scientist pour voir que ça va marcher. Mais en tout cas, il y a des actions comme ça marketing qui sont guidées par la science des données. Optimiser également la supply chain. La supply chain, c'est l'enchaînement des tâches qui vont permettre à l'enchaînement logistique des tâches d'une entreprise. Ça, aujourd'hui, une entreprise comme Amazon a énormément besoin d'optimiser sa supply chain pour délivrer le bon colis au bon endroit, dans les meilleures conditions, au bon moment. Donc, typiquement, là, il y a un vrai besoin de sciences des données et d'intelligence artificielle. La science des données, elle peut également permettre de traiter l'image. Alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, mais qui commence aussi à entrer dans la sphère publique, pas forcément pour des bonnes raisons. Je reviens juste sur la notion de médias et de TV. Les signaux TV, voilà, ce sont des pixels derrière qui sont traités, transformés. Et par exemple, une image JPEG, elle a été créée par des mathématiciens qui s'appuient sur des raisonnements mathématiques pour optimiser la qualité d'une image. Donc aujourd'hui, vous n'auriez pas une image JPEG sur votre portable sans le travail derrière de modélisation statistique. Donc les médias se servent pas mal, et la technologie de l'image se sert pas mal de la science des données. Dans la santé, vous avez entendu ces dernières semaines des intelligences artificielles qui commencent à détecter des maladies de façon plus fiable qu'un médecin. Alors ce sont des sujets sensibles, parfois on remet en question des métiers bien établis avec une certitude scientifique, et tout à coup un robot fait le même travail beaucoup plus vite et avec un niveau d'erreur moins élevé. Donc ça interroge beaucoup, mais quoi qu'il en soit, ça va bousculer la qualité du diagnostic médical dans les années à venir. Et puis, vous avez aussi certainement entendu parler des sujets autour de la reconnaissance faciale. On peut l'utiliser à bon ou mauvais escient. San Francisco, vous avez entendu parler du fait que la ville de San Francisco souhaitait ne plus porter ses projets vers de la reconnaissance faciale dans les rues de San Francisco. Voilà, c'était un positionnement assez fort pour une collectivité. La reconnaissance faciale, elle peut aussi être très très utile dans les cas de déplacement de foule, des choses comme ça, dans la cybercriminalité. Donc, il y a toujours du pour, du contre, mais en tout cas, ces sujets-là sont des sujets du moment et qui font appel à de la science des données et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce sont quelques exemples. La science des données pour le progrès médical également. Un certain nombre de nos élèves suivent une filière biostatistique à l'ENSAI et ont travaillé sur la propagation du virus Ebola, par exemple. Donc là, on est dans la science des données, et on appelle ça plus les biostatistiques, au service de problématiques de santé majeures et auxquelles on peut apporter des réponses assez intéressantes. Voilà, ça c'était des cas d'usage.